Bonjour à tous, on est vendredi et comme chaque vendredi, on se retrouve à midi en live pour une vingtaine de minutes pour aborder un sujet en particulier. Alors en général, c'est soit axé un petit peu sur l'activité libérale, comment la démarrer, comment la développer, comment pratiquer au quotidien. Ou d'autres fois, c'est plus sur des troubles en particulier, sur des définitions, des particularités cliniques à avoir en tête, sur des différentiels. Et aujourd'hui, on va se situer dans cette partie-là thématique. Donc, je vais vous parler des tics et du syndrome de Tourette. Je vais d'abord vous faire un bref rappel des critères diagnostiques DSM-5. Et puis ensuite, je vous parlerai un petit peu d'un arbre qui va nous permettre de prendre une décision quant à l'hypothèse ou quant à la trajectoire diagnostique qu'on pourrait avoir. Alors, au niveau des définitions DSM-5, on est sur des critères avec un début avant l'âge de 18 ans. C'est très très important de pouvoir repérer, même chez l'adulte ou chez un jeune de 16 ans, de repérer que des tics étaient présents avant 18 ans, sinon on n'est pas dans un trouble du neurodéveloppement, on est dans autre chose. Si on ne repère pas des tics avant 18 ans, soit on est dans autre chose, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément autre chose. Peut-être qu'on n'a pas réussi, grâce à nos questions, à identifier des tics ou à bien transmettre ce qu'on recherchait. En disant ça, je vous renvoie à une des vidéos qui est sur YouTube que j'ai faite il y a quelques semaines sur pourquoi est-ce qu'on pose telle question. C'est vraiment très important. Si la personne ne nous donne pas les informations qui sont pertinentes pour nous ou ne semble pas comprendre ce qu'on recherche comme info, c'est que nos questions sont mal formulées et ça peut être, par exemple, en lien avec une méconnaissance de certains critères, de certains troubles, de certaines cliniques. Du coup, c'est hyper important d'avoir en tête, j'ai envie de dire sur le bout des doigts, les critères et les particularités cliniques qui vont avec. Donc, le début doit être avant 18 ans. Si on ne repère pas des tics avant 18 ans, peut-être que c'est autre chose, que c'est pas neurodéveloppemental. On va le voir peut-être aujourd'hui, mais les tics peuvent être en lien directement avec certaines médications. Et dans ce cas-là, c'est plus du tout notre domaine à partir du moment où on a mis que c'était probablement directement en lien avec une médication. Là, on renvoie du coup vers le médecin, évidemment. Mais parfois, comme je disais tout à l'heure, c'est difficile de poser des questions qui nous permettent vraiment d'identifier ou d'essayer d'identifier des tics dans l'enfance. Ça peut être aussi en lien avec des problèmes de mémoire. Certains parents, et c'est normal, vont pas se souvenir de tout. Et si les tics n'ont pas été gênants, c'est pas ce qui va revenir facilement de prime abord pendant l'interview. D'accord ? Parce que je vous rappelle, le diagnostic de tics, rarement les parents ou les adultes, les jeunes adultes viennent consulter pour les tics en eux-mêmes. Très souvent, le motif de consultation est pour les problèmes de comportement liés à des dysfonctions exécutives qui sont fréquents dans les tics, pour pas dire toujours. Le syndrome exécutif, ou alors qu'il y a un TDAH associé, et ce sont les comportements liés à la symptomatologie du TDAH et entre autres les problèmes exécutifs qui vont amener à consulter. Et plus rarement les tics en eux-mêmes, par exemple des tics moteurs ou des tics vocaux. Ensuite, la présence des tics moteurs, donc pour le SGT, parce que je vous rappelle qu'il y a différents, disons, niveaux de diagnostic de tics et de SGT. Donc pour le SGT, il y a des tics moteurs multiples. Au moins un tic vocal à un moment quelconque de l'évolution et pas nécessairement simultanément au tic moteur. Les tics vont survenir à plusieurs reprises au cours de la journée, ça c'est cliniquement, presque tous les jours de façon interminante pendant plus d'une année. Et les tics ne sont pas dus à l'effet d'une substance, par exemple la cocaïne. Et alors pour ceux qui travailleraient avec les plus jeunes ados, 13 ans, ou même avec les enfants, 8, 10 ans, ne sous-estimez jamais la consommation de substances chez les enfants. Sébastien Enrad a parlé d'une situation la dernière fois en webinaire d'un très jeune enfant qui était, je ne sais plus sous quelle substance c'était pas héroïne, mais c'était quelque chose du genre. Il était en consommation, il avait un effet de sevrage et il venait consulter pour un TDAH. Donc ne sous-estimez jamais les substances. Qu'est-ce que ça veut dire ?
très concrètement dans nos pratiques au quotidien, ça veut dire posons tout le temps les questions sur les substances, sur l'éventuelle consommation, quel que soit l'âge, quel que soit l'âge. Ça fait partie des questions compliquées. Il y a celle de la drogue et il y a celle aussi sur la sexualité notamment comme question compliquée et celle sur le suicide. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, hein, on pourra faire une vidéo là-dessus sur les questions difficiles à poser. Donc n'hésitez pas. Alors, pas forcément dans les premières minutes de l'entretien, dès que vous avez rencontré la personne, d'accord? Il faut vraiment qu'il y ait cette relation de qualité qui soit créée entre vous, le patient, les parents, s'il y a des parents. Mais il faudra se lancer. Il faut absolument questionner sur la consommation de substances, comme il faut questionner sur les questions plus d'ordre intime et sexuel et sur les questions liées au suicide. Donc, il faut aller chercher des éléments qui excluent pourraient exclure l'éthique parce qu'ils pourraient être en lien avec les effets d'une substance. Il faut aussi exclure d'autres maladies comme la maladie de Huntington et les encéphalites virales. Si ça vous intéresse, vous me dites, j'ai 2-3 documents totalement pris sur internet que je pourrais vous transmettre si ça vous intéresse. Juste vous me le mettez en commentaire, sinon je vais oublier avant la fin de la vidéo. La maladie de Huntington, on pourra en reparler, c'est vraiment un des différentiels à faire, pas sur des enfants, parce que c'est une maladie qui apparaît plutôt avec l'avancée à un âge plus tardif, mais ceux qui reçoivent des adultes doivent l'avoir en tête. Voilà. Donc là, on était sur les critères. DSM-5, je passe pas plus de temps là-dessus, parce que c'est pas l'objet, et je vais venir sur le fond du sujet, sur un arbre décisionnel diagnostique. Enfin, diagnostique, on s'est compris. Donc, quand vous observez cliniquement chez votre patient des mouvements ou des vocalisations brefs, soudains, répétitifs et sans but apparent, d'accord? Ça, est-ce que vous l'observez ou pas? C'est la première question que vous devez vous poser. Donc, ça nécessite en général un peu de temps d'entretien pour aller chercher ces signes cliniques-là, puisque je vous le rappelle, c'est pas en général le motif de consultation premier. Je vous rappelle, je sais pas si vous aviez vu dans une dernière vidéo où je parlais d'un de mes patients qui fait des cris de poule, d'accord? Donc des vocalisations, un tic vocal de cris de poule. Donc c'est un patient adulte et il me l'a dit après 6 heures d'entretien. On avait une très bonne relation professionnelle, patient, etc. C'était pas le sujet. Il me l'a dit après 6 heures d'entretien. C'est un petit peu pour vous montrer comment les tics peuvent ne pas être du tout gênants. Et pour le coup, ce patient-là, lui, il tournait ça à la dérision. Il l'utilisait comme moyen de communication pour l'aider dans ses difficultés d'interaction sociale. Vous voyez, vraiment tout peut arriver. C'était très intéressant comme situation clinique et j'en reparlerai notamment dans le lab. Donc, si vous observez des mouvements ou des vocalisations brefs, soudains, répétitifs, sans but apparent, présentement ou dans l'enfance, si la réponse est oui, il y aura une autre série de questions à se poser où je vais revenir. Mais si la réponse est non, il va falloir se demander, est-ce que les mouvements ou les vocalisations brèves, est-ce qu'ils sont soudains, répétitifs ou sans but apparent? D'accord? Il va falloir vraiment faire ce distinguo-là. Si oui, il y a des vocalisations, des mouvements brefs, soudains, répétitifs, sans but apparent, est-ce que ceux-ci sont explicables par la prise de médicaments? Si c'est pas le cas, l'hypothèse sera probablement de s'orienter vers autre chose, puisqu'il n'y a pas de réponse aux critères. Voilà. Si ils sont explicables par la prise de médicaments, il va falloir renvoyer aux professionnels compétents pour identifier la cause pharmacologique des mouvements anormaux, évidemment. Ça, ça rentre pas dans nos compétences. Par contre, si les mouvements et les vocalisations ne sont pas explicables par la prise de médicaments, est-ce qu'ils seraient explicables par une maladie qu'on appelle organique primaire, par exemple l'encéphalite? Si vous avez des éléments cliniques qui pourraient faire penser à cette hypothèse-là, d'une maladie organique primaire, réorientation vers les pro-compétents. Parce que ça, pareil, l'encéphalite, ce genre de choses, vous pouvez faire un dépistage clinique et il faut le faire, puisque sinon, comment est-ce que vous allez savoir s'il s'agit peut-être d'une maladie organique primaire
il faut dépister. Mais derrière, on renvoie aux professionnels compétents. Imaginons que vous travaillez avec un médecin, que ce soit en libéral ou en institution, et qu'avec lui, vous validez que les comportements, mouvements ou vocalisations ne sont pas explicables par la prise de médicaments, ni par une maladie organique primaire. Là, c'est à vous d'aller chercher, enfin en collab si vous voulez, d'aller chercher une suspicion d'épilepsie, une suspicion de chorée, faire le différentiel avec les stéréotypies, et ça avec l'aide d'un médecin, par exemple, des myoclonies. Donc, ça, vous avez un rôle à jouer, mais pas tout seul en tant que psychologue. Pour aller chercher l'épilepsie, vous pouvez le faire, je pense que, selon comment on se sent dans ses compétences, on peut dépister, mais je pense que pour ce différentiel-là, il faut absolument un médecin. Je pense pas que vous allez me contredire là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher une maladie primaire, parce que s'il y a chorée, s'il y a épilepsie, s'il y a myoclonie, on va renvoyer sur le médical pour le différentiel. Et ensuite, éventuellement, si ça n'a rien changé, qu'il y a toujours des tics, on pourra revenir sur notre hypothèse. Mais en tout cas, il y a quand même ce processus à suivre. J'ai parlé aussi de suspicion de stéréotypie. Le différentiel tic stéréotypie, c'est un différentiel... Il fait suer. Il fait vraiment suer. Je pense que je pourrais faire une vidéo juste sur ça. Je pense que je le ferai. Parce que ça fait vraiment suer. C'est vraiment compliqué, ce différentiel-là. Et je vais pas m'étendre là-dessus, mais pour donner quelques indications, je pense qu'il faut vraiment voir ces symptômes dans la globalité, en fait, de ce que l'on cherche. Si vous cherchez de l'autisme, imaginons une situation... un peu pure pour essayer d'être plus clair. Imaginons cette situation où il y a une suspicion d'autisme, vous retrouvez tous les signes de l'autisme, parce que c'est une situation toute pure, toute belle, voilà, pour faire la facilité, et la personne a des stéréotypies, par exemple celle-là, voilà, stéréotypie motrice, et vous vous demandez s'il n'y aurait pas des tics associés. Je vais pas être différente de toutes les autres fois. Vous allez diagnostiquer un TSA associé des tics selon la question qu'on vous pose et selon la pertinence que ça aura pour la prise en charge, pour le développement de la personne et pour la suite, pour le suivi, selon la question qu'on pose. C'est-à-dire que si, comme mon patient qui fait des cris de poule, il vous le dit à la fin de l'entretien, qu'après avoir creusé avec lui, ça le dérange aucunement, c'est même parfois un vecteur de communication, même s'il il peut être malhabile, c'est un vecteur pour aider à l'interaction sociale, n'y touchons pas. N'y touchons pas. Vous le mettez dans le compte-rendu, vous l'avez observé, vous l'expliquez au patient que vous allez le mettre dans le compte-rendu pour pas qu'il soit étonné. Mais si ça n'a pas d'intérêt pour le patient d'avoir vraiment en lumière ce diagnostic et d'avoir une thérapie, parce que ça, après l'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Mon patient qui fait les bruits de poule, je vais pas lui proposer du tout une thérapie des tics en TCC. Non, parce que c'est pas la question qu'il me pose. Donc en fait, on va voir si les stéréotypies, on peut parfois les mettre en lien avec l'autisme, on peut faire un distinguo entre autisme et tic, et parfois, si on n'a pas les autres signes de l'autisme, on peut juste dire c'est des tics, avec le syndrome exécutif qui va très très souvent en lien avec ça. Voilà, donc il y a le différentiel, disons, théorique entre stéréotypie et les tics, mais tout ça est à interpréter, à analyser au regard de la question qu'on nous pose et à qu'est-ce que ça va apporter à la personne. Rappelons-nous que les multiples diagnostics, mais je sais pas, mettons-nous à la place sur une restitution, on vous dit vous avez de l'autisme, vous avez de l'autisme, vous avez des tics et vous avez un TDAH. Waouh, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer l'impact des diagnostics qu'on peut faire en psychologie parce que c'est de la psycho. Ça peut avoir un impact aussi fort que de dire vous avez un cancer, vous avez du diabète et vous avez, je sais pas moi, une cataracte non soignable. Voilà. Donc va falloir vraiment faire des efforts, je pense, quand je dis faudra. Je pense, mon point de vue est que nous devons faire des efforts sur quel diagnostic mettre en évidence, répondre à la question et essayer, si c'est possible, je dis pas qu'il faut mentir, absolument pas, c'est pas mon propos, mais essayer de voir qu'est-ce qui explique le mieux les problématiques du patient et pas ajouter des diagnostics à la queue leu pour espérer expliquer tout ce qui se passe.
On a le droit de ne pas savoir. Je pense que tant que c'est expliqué clairement au patient en toute transparence, je pense qu'on peut dire à un moment donné, eh ben, ce comportement-là, moi, à ce jour, je n'arrive pas à l'expliquer. J'ai des hypothèses, c'est ça, ça, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Et mon point de vue, c'est de dire, je pense que le patient sera toujours OK avec vous tant que vous lui dites ce que vous avez un peu derrière le crâne, quoi. Si vous lui dites, eh ben, on va essayer ça, je ne suis pas sûre. Ou alors, on va faire le bilan, ok, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Peut-être qu'on fera appel au CRA si ça rentre dans la limite de mes compétences. Comme ça, prévenir, donner de la prévisibilité, informer le patient sur notre démarche intellectuelle. Pour moi, je pense, dans ma pratique, c'est indispensable et je pense qu'ils accepteront beaucoup mieux les moments où on pêche. Si on continue dans notre différentiel, dans notre arbre décisionnel, il y a aussi, donc imaginons que l'épilepsie, la chorée, les stéréotypies, les myoclonies, c'est écarté. Ensuite, on va aller chercher les mouvements volontaires visant à réduire l'anxiété ou le dégoût. Et là, vous devriez me dire différentiel avec les TOC. Exactement. Ça, on en a parlé déjà une fois précédente, mais je pourrais refaire une vidéo à ce sujet-là si vous me le mettez en commentaire pour que je sache un peu comment orienter les prochains sujets. Prenons deux situations pures, pour la facilité encore une fois. La personne qui a un tic ou un SGT tout seul et l'autre personne qui a un TOC. La grosse différence, ça va être le cheminement de pensée. C'est-à-dire qu'au niveau des mécanismes cognitifs, la personne qui a un TOC, elle va faire le mouvement pour annuler quelque chose, par exemple de dérangeant, de dégoûtant, qui la met mal à l'aise. Okay ? Pour annuler une image mentale, une pensée dérangeante. Dans le tic, pas du tout. Pas du tout, du tout. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment des mouvements qui vont être brefs, involontaires, soudains, répétitifs et surtout sans but apparent. Si vous bossez avec des adultes, ce sera, disons, relativement plus facile de faire le différentiel ou de dire qu'il y a une coexistence, parce que je vous rappelle que tout est possible. Mais ce sera relativement plus facile de faire le différentiel de la coexistence parce que vous pourrez demander directement à l'adulte, pas forcément de cette façon, pourquoi est-ce que vous faites ce type de mouvement, d'accord? Et d'essayer d'aller gratter avec des questions un peu ouvertes puis un peu plus fermées, d'essayer de gratter pour savoir, vous poser ces questions-là parce que vous voulez savoir s'il y a un mécanisme cognitif qui est à l'œuvre et qui entraîne le mouvement. D'accord? Et s'il y a effectivement un mécanisme cognitif, par exemple lavage, peur de la contamination, on est plutôt dans le TOC. Si par contre il n'y a pas de but apparent et que la personne a du mal à vous expliquer, elle vous dit je fais pas exprès, c'est irrépressible, en gros on est plus du côté du TOC, sachant que les deux peuvent coexister et ça facilite pas les choses. Donc, si vous avez exclu des mouvements volontaires visant à réduire l'anxiété ou le dégoût par exemple, vous allez passer à l'étape suivante qui est est-ce que c'est des stéréotypies liées à un handicap mental ou trouble du spectre de l'autisme. Donc ça, j'en ai parlé un peu avant, je vais revenir dessus. Je vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé juste avant. Juste rappelez-vous qu'on peut avoir un TSA et des tics. Voilà. Et se rappeler que quelle est la question qu'on nous pose et quel va être l'intérêt d'appuyer sur un diagnostic ou un autre pour la personne, pour sa famille. Ensuite, est-ce que la personne fait des comportements d'arrachement de cheveux pour réduire une tension, pour éprouver un sentiment de satisfaction? Si la réponse est oui, on va être plutôt sur, peut-être, à aller creuser, quelque chose de l'ordre de la tricotylomanie. D'accord? Donc ça, après DSM-5, on regarde les symptômes et on va creuser. Si ce n'est pas le cas, on va aller chercher s'il n'y aurait pas des maniérismes qui rentreraient dans le cadre des troubles du spectre de la schizophrénie. Par la suite, on va se demander, est-ce que les symptômes sont présents depuis 12 mois, moins de 12 mois, en fait, par rapport à l'année qui vient de s'écouler, pour voir s'il ne s'agirait pas de tics qu'on appelle transitoires. Si ce n'est pas le cas, on va se demander s'il y a une combinaison de tics moteurs et de tics vocaux présents depuis plus d'un an. Et dans ce cas-là, on va arriver à une hypothèse forte de syndrome de Gilles de la Tourette. Cependant, si ce n'est pas le cas, si on n'a pas cette combinaison, on va s'orienter vers l'hypothèse de tics moteurs ou de tics vocaux
qu'on va appeler, enfin que le DSM appelle chronique. Voilà. Donc là, je vous ai passé en revue un petit peu le process d'arbre décisionnel diagnostique pour le syndrome de Gilles de la Tourette et l'éthique. J'ai fait cette vidéo grâce au document de la HAS, Haute Autorité de Santé, publié en 2016, et j'y ai ajouté des éléments de ma pratique clinique. Donc, si vous voulez, dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui n'en ont pas été claires, des choses que je pourrais réexpliquer, et surtout, n'hésitez pas à me donner des thématiques que vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. C'est avec plaisir que je me base sur vos souhaits pour faire les vidéos. Eh bien, ça fait quasiment pile 20 minutes, pour une fois, je ne dépasse pas le temps. Alors, juste une dernière chose avant de finir, vous avez sûrement vu que j'ai publié la nouvelle info, le nouveau projet qui est sorti de terre, Genepsi Actient. Et en fait, en voyant les différentes réactions sur le Genepsi Actient, je me suis demandé, et c'est vraiment une question que je me pose, parce que j'ai aussi à cœur de collaborer avec les collègues, est-ce que vous pensez que ça servirait à vos patients à vous? Voilà. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Genepsi Actient serait profitable pour vos patients adultes de plus de 16 ans que vous avez en cabinet? Et je vais hâte de lire vos réponses. Je vous dis à la semaine prochaine. Très bon week-end. Ciao!